Bien, bonsoir. Merci pour votre présence ce soir. Je vais donc vous parler ce soir de la loi d'attraction. Je vais vous présenter le fruit de 20 ans de recherche autour de la loi d'attraction et ça m'amènera à vous présenter un processus que j'ai mis au point qui concrétise un peu cette recherche. Processus créer votre vie de rêve. Je me présente à vous, je suis un interprète de rêve. Et qu'est-ce qu'un interprète de rêve peut avoir à dire à propos de la loi d'attraction? C'est ce que je vais essayer de rendre clair au cours de la soirée. Interprète de rêve, je m'intéresse particulièrement au rapport entre les rêves et la réalité. Et entre les rêves et la réalité, il y a un mystère, c'est le mystère de la conscience. C'est ce mystère qui me fascine, qui me passionne depuis 3 bonnes décennies, je dirais au moins. La loi d'attraction, la psychologie des profondeurs de Carl Jung, la physique quantique, ce qu'on appelle la nouvelle physique. Ce sera un petit peu tous les éléments dont je vais vous parler ce soir, c'est-à-dire comment, justement, on peut comprendre, au travers des découvertes de Carl Jung et au travers des découvertes récentes de la physique, qu'est-ce que c'est la loi d'attraction. Pour commencer, justement, on va essayer de s'arrêter un peu sur la loi d'attraction parce que je considère que, j'aime bien la présenter un peu comme un serpent de mer, un peu comme le monstre du Loch Ness. Beaucoup de gens l'ont aperçu, l'ont vu, l'ont constaté, mais personne ne l'a attrapé, personne ne sait vraiment ce que c'est. C'est extrêmement difficile à définir. Le mot lui-même, le concept lui-même a été popularisé il y a une dizaine d'années par un livre, un film que vous connaissez certainement, Le Secret, 4 millions d'exemplaires vendus. Ce qui m'amène à faire une blague qui est que la loi d'attraction semble avoir surtout rendu riches les gens qui en parlent et qui savent bien la vendre. Mais ce n'est pas un concept moderne, ce n'est pas un concept issu du nouvel âge, ça vient de très loin, la loi d'attraction, la notion de la loi d'attraction. Au début du siècle, du XXe siècle, il y a 2 personnages qui déjà en parlaient énormément. Il y a Wallace Wattles, qui a publié un livre qui s'appelait « The Science of Getting Rich », dans lequel il explique en 1910 comment il est devenu riche. Et c'est un monsieur qui a vécu une vie très difficile. Il traquait visiblement la loi d'attraction. Il était absolument convaincu qu'il y avait quelque chose à comprendre là. Et dans les 10 dernières années de sa vie, ça s'est concrétisé. Et il a publié un petit livre très très intéressant qui est aujourd'hui dans le domaine public, qu'on trouve sur Internet en PDF, La science l'art de devenir riche, plus exactement, tel que ça a été traduit. Il y a aussi célèbre Napoleon Hill, qui a publié aussi des livres dans les années 30 à ce sujet-là. Napoleon Hill qui disait que l'homme peut accomplir tout ce que son esprit peut percevoir et concevoir. Et ce sur quoi je rebondirais en disant que justement je pars du principe qu'il n'y a pas de désir qui apparaissent dans notre psyché sans un potentiel de réalisation. C'est un désir, c'est une énergie qui tend à se réaliser. Et c'est ce que nous explorerons un petit peu ce soir. L'énergie, c'est justement ce qui intéresse la physique quantique. C'est quelque chose qui est à mi-chemin entre la matière et la conscience. Mais qu'est-ce que c'est que la loi d'attraction? J'ai relevé 2 citations qui me semblent particulièrement significatives, que je vais vous lire rapidement. La loi d'attraction, c'est la réponse des forces de l'univers à nos intentions, si celles-ci sont répétées et ressenties de façon régulière et quotidienne. Nous attirons ce que nous sommes, ce que nous pensons, car nous sommes la somme de nos pensées empreintes d'émotions qui forment notre état d'esprit. On entend la réponse des forces de l'univers, on entend aussi cette notion que nous attirons ce que nous sommes. C'est-à-dire finalement, et c'est une notion que je poursuivrai ce soir, c'est peut-être justement un des
un des fils qui nous emmène vers Carl Jung. L'idée qu'il y a dans la loi d'attraction, c'est que le monde extérieur dans lequel nous vivons est le reflet de notre monde intérieur. C'est que finalement, cette dualité extérieure et intérieure est peut-être elle-même, d'une certaine façon, une illusion, à certains degrés. Un autre élément très intéressant à propos de la loi d'attraction que j'ai relevé, c'est la clé de la loi d'attraction repose sur l'acceptation du fait que vous induisez tout ce que vous vivez, toutes vos rencontres, tout ce qui fait que votre vie est votre vie. C'est un des autres principes que j'appliquerai ce soir, c'est que si on ne peut pas véritablement prouver la loi d'attraction, disons qu'on ne peut pas la prouver comme une loi physique, j'en amènerai ce que j'appelle une preuve existentielle. Mais ce qui est vraiment intéressant avec la loi d'attraction, c'est d'en tirer toutes les conséquences. C'est-à-dire de la prendre pour acquis et de voir, mais si c'est vrai, alors qu'est-ce que ça implique? Par exemple, ça implique que nous avons attiré aussi les choses que nous trouvons désagréables dans notre vie. Et que la première chose que nous avons à faire si nous voulons tirer parti de la loi d'attraction, c'est que nous devons les accepter pour chercher à les transformer. La loi d'attraction, telle qu'elle est présentée actuellement, repose sur une métaphore. Justement, la notion d'attraction est reprise de l'image de l'aimant. Comme un aimant attire le fer. Comme deux aimants s'attirent, mais encore que vous remarquez qu'avec les aimants, quand ils s'attirent, c'est une polarité négative qui attire une polarité positive. C'est la métaphore actuelle autour de la loi d'attraction. Je vous montrerai que peut-être c'est une métaphore limitative. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que cette idée-là, encore une fois, elle remonte, elle vient de loin. Elle nous renvoie à d'autres formulations de la loi d'attraction, qui était par exemple, on appelait ça la loi de résonance, ou la loi des correspondances, qui a beaucoup fasciné par exemple Goethe, ou qu'on retrouve encore dans des écrits ésotériques comme le Kybalion. C'est l'idée que tout ce qui se ressemble s'attire. Tout ce qui vibre sur le même niveau d'énergie, sur le même niveau vibratoire, entre en résonance et a tendance à s'attirer, à se rencontrer, à former un ensemble toujours plus complexe. Donc, pour en tirer des conséquences pratiques, par exemple, si vous êtes une personne joyeuse, heureuse, à tous les jours, mais vous avez tendance à attirer des personnes joyeuses et heureuses. Les personnes qui ont tendance à voir la vie du mauvais côté ne sont pas intéressées à rentrer en relation avec vous. Vous ne leur confirmez pas leur vision du monde. Et vous-même n'êtes pas attiré par ces personnes. Elles ne confirment pas votre vision du monde. Les relations s'établissent beaucoup plus facilement avec des personnes qui résonnent sur le même plan que nous. C'est quelque chose qu'on peut constater au quotidien. Très simplement. Mais cette métaphore, les lois de résonance, les lois de correspondance ou encore la notion de l'attraction telle qu'un aimant, ce sont des métaphores qui sont donc en évolution. Comme vous pouvez voir, on n'a pas toujours parlé de l'attraction de la même façon. Et une des idées qui m'a donné beaucoup à réfléchir, c'est le fait que cette métaphore de l'attraction, de l'aimant, est une métaphore limitative. C'est en fait une métaphore qu'on pourrait dire liée à la physique classique, parce qu'elle nous parle en termes de causalité. Elle nous parle en termes de cause et effet. Finalement, l'idée qui est proposée, c'est si vous pensez très fort à quelque chose, vos pensées vont émettre une action dans votre environnement, dans l'univers, et cette chose va se concrétiser. Un peu sur le principe de la cause et de l'effet. On peut discuter cette idée. On peut commencer par se demander si tout ce qui nous arrive, nous l'attirons de la même manière qu'un aimant attire la limaille de fer. Ça pose un certain nombre de problèmes, même des problèmes éthiques. Il y a des gens qui prennent des balles perdues. Il y a des enfants qui subissent des choses terribles. L'ont-ils attiré ?
Est-ce que c'est parce que leurs familles ont cultivé une certaine façon de voir le monde, qu'ils ont attiré une maladie ou un accident désastreux? Ça réclame vraiment d'être interrogé avec précaution. Dans le même temps, on est amené à vérifier des choses, comme je vous disais, on attire en effet des gens qui résonnent sur notre fréquence, on attire, si on est optimiste, on a tendance visiblement à attirer plus volontiers des événements positifs, et si on est pessimiste, il semble que statistiquement, on a une tendance à attirer des événements, entre guillemets, négatifs. Comme si, en fait, l'univers confirmait notre vision du réel. Comme si la réalité s'adaptait à ce que nous croyons. Ce qui est d'ailleurs un principe connu dans le chamanisme depuis très longtemps. La Huna, qui est la science chamanique d'Hawaï, a énoncé comme ça 7 principes. Je les amènerai au fur et à mesure de la soirée parce que vous verrez qu'ils illustrent formidablement le propos. Et le premier de ces principes, c'est que la réalité nous apparaît comme on croit qu'elle est. Elle s'adapte à notre vision de la réalité. Mais là déjà, on n'est plus dans la causalité. On est dans une relation tout à fait étrange entre nous et l'univers. Comme si l'univers s'adapte à ce que nous croyons et nous confirme ce que nous croyons jusqu'à ce qu'éventuellement il nous jette quelque chose qui vient nous surprendre et élargir notre perception. Parce que si nous n'avions jamais qu'une confirmation de la réalité telle que nous croyons qu'elle est, nous tournerions en rond. Or, quel est le but de l'univers? Il se pourrait que le but de l'univers soit que nous devenions toujours plus conscients. Conscients de qui nous sommes, conscients de la nature de la conscience, conscients de la nature de l'univers. Il se pourrait donc qu'il y ait un jeu derrière tout ça, un jeu que personnellement j'aime appeler le jeu de la co-création. C'est là justement que peut-être on diverge de l'approche traditionnelle de la loi d'attraction. La loi d'attraction vous dirait que vous créez les événements qui arrivent dans votre réalité. Pour ma part, et je le justifierai, je suis porté à penser que tant que nous ne sommes pas pleinement éveillés et que donc nous n'avons pas réalisé notre unité entière avec l'univers, nous vivons dans un univers duel, nous vivons dans une dualité. Et dans cette dualité, il y a un jeu de co-création. L'univers nous propose quelque chose et nous répondons à l'univers. Et l'univers répond à notre réponse et c'est une danse, c'est un jeu dont il faut apprendre à connaître les règles pour pouvoir bien danser. Ce serait la proposition. Alors, vous voyez que la métaphore de l'attraction, la métaphore de l'aimantation me paraît limitée, et tout de suite ça nous amène justement vers la physique quantique. La physique quantique est justement une science contemporaine développée depuis le début du XXe siècle qui met en question la notion de la causalité, qui l'a élargie jusqu'à englober la notion de probabilité. La relation entre la physique quantique et la physique classique, celle de Newton, vous savez, on lance une pomme et elle retombe, c'est la relation du surensemble au sous-ensemble, c'est-à-dire que la physique quantique a une vision plus large, dont la physique classique est seulement une partie, la partie qui s'adapte à notre univers fait d'objets macroscopiques. Mais la physique quantique s'intéresse à tout ce qui est le microscopique, même pas le microscopique, ce sont les particules, ce qui est le substrat de l'univers. Et un des grands points qu'a amené la physique quantique, c'est que la conscience est impliquée dans la création de l'univers. C'est-à-dire que, par exemple, une particule, tant qu'elle n'est pas observée, est dans un état indéfini, indéterminé, dans lequel on peut seulement calculer les probabilités qu'elle soit ici ou qu'elle soit là, jusqu'à ce qu'on applique un instrument de mesure. Et au moment même où on applique cet instrument de mesure, la particule, on pourrait dire, décide
de se manifester à tel endroit ou à tel autre endroit. La physique quantique, ce n'est pas encore expliqué. C'est un sujet de recherche. Les physiciens quantiques, dans une grande majorité, préfèrent éviter ces questions. Quelques-uns d'entre eux vont jusqu'au bout des implications philosophiques. La physique quantique met en jeu la conscience comme étant inséparable de l'univers. Donc, on retrouve ce jeu de co-création. Mais en poussant un cran plus loin, l'interrogation de la causalité, c'est ce qui va m'amener à Carl Jung. La thèse que je vous propose ce soir, c'est qu'en fait, la loi d'attraction est un des avatars de la découverte de Jung qu'il a appelé la synchronicité. La synchronicité, c'est ce constat qu'a fait Carl Jung, qu'il y a des événements qui n'ont pas de cause, ou en tout cas qui n'ont pas de cause définie, mais qui ne peuvent être expliqués que par la dimension de sens qu'ils revêtent. Un exemple. Carl Jung a commencé à concevoir cette idée de la synchronicité un jour où il travaillait avec une patiente en analyse, c'était un analyste, un psychanalyste jungien, n'est-ce pas? Et ça faisait plusieurs mois que le travail avec cette personne stagnait, parce que la personne en question avait des résistances intellectuelles, pourrait-on dire. Elle objectait un certain nombre de choses à ce que Carl Jung pouvait lui dire. Et voilà qu'un matin, elle lui arrive avec un rêve dans lequel il y avait un scarabée, et qui plus est un scarabée doré, ce que Jung a immédiatement considéré avec grand intérêt, parce que le scarabée, depuis l'Égypte ancienne, est considéré comme un symbole de renaissance. Donc il s'est dit, il se passe quelque chose. Et comme pour confirmer cette pensée qui venait lui traverser l'esprit, il y a eu un toc à la fenêtre derrière lui. Un toc assez violent pour qu'il se retourne et qu'il aille voir ce que c'était. Et là, il a eu une très grande surprise. Ce que c'était qui venait cogner à la fenêtre, c'était un scarabée doré. C'était une cétoine dorée, ce qui est en Suisse un animal très rare. C'est-à-dire que Carl Jung lui-même blague sur le fait que s'il y avait à ce moment-là une quinzaine de spécimens de cétoines dorées en Suisse, c'était beaucoup. Alors pour compter sur le fait qu'une cétoine dorée se trouve dans son jardin ce matin-là et vienne ponctuer cette pensée comme quoi quelque chose était en train de se passer dans la psyché de sa patiente, à ce moment précis, ça tenait d'un hasard incalculable en termes de probabilité. Ou plus exactement, en termes de physique quantique, on pourrait dire que la cétoine dorée avait une probabilité de 1 chance sur 1 million de se matérialiser devant sa fenêtre, mais c'est justement, il s'est produit un événement psychique qui lui a fait se cristalliser à ce moment-là devant la fenêtre de Carl Jung et provoquer cet événement significatif. Alors c'est ce qu'on retient de la synchronicité, c'est que ce sont des coïncidences signifiantes, elles portent sens, c'est une relation acausale entre plusieurs événements, il n'y a pas de cause définissable entre la pensée qui est venue à l'esprit de Carl Jung, par exemple, à ce moment-là, et la cétoine dorée. Je vais vous donner un exemple sur le vif d'une autre synchronicité. Je m'en venais tout à l'heure à pied, et je me demandais bien ce que j'allais vous raconter. C'est tellement de choses à dire qu'il fallait que je fasse le tri. Et j'étais en train de me poser ces questions quand j'ai traversé la rue Sherbrooke. Et à ce moment-là, j'ai croisé quelqu'un que j'ai reconnu. C'était Paul Pelletier. Ce qui m'a frappé, mais je n'ai pas eu le temps de lui dire bonjour, mais j'ai regretté, parce que j'aurais aimé avoir 5 minutes avec Paul pour parler. Mais j'ai continué mon chemin, un peu pris dans mes pensées. Et quand je suis arrivé devant Archambault, je me suis dit à ce moment-là, mais quand même, c'est peut-être pas un hasard que j'ai croisé Paul Pelletier. Ça peut me passer un message par rapport à ma soirée. Et juste à ce moment-là, comme pour confirmer la pensée que j'avais à l'esprit, mon regard s'est arrêté sur
une pochette de disque présentée en vitrine d'Archambault de Bruno Pelletier. Là, c'était trop. Là, c'était trop et j'ai dû m'arrêter et me dire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire que de croiser Paul Pelletier en m'en allant donner une conférence. Ah ben, je sais ce que m'aurait dit Paul. Oublie ton texte. Oublie ton texte. La seule chose qui compte, c'est la présence. C'est la seule chose qui compte. Alors, les synchronicités, c'est tout le temps là. C'est tout le temps présent. Ça devient une question d'attention, de dialogue avec l'univers. C'est des événements qui ne sont pas reliés par des causes effectives. Il y a une relation acausale. C'est des événements, comme disaient les anciens Chinois, qui s'intéressent à la synchronicité depuis très longtemps. C'est des événements qui aiment apparaître ensemble. C'est une dimension d'amour, et ce n'est pas pour rien que je vous mentionne ça, on verra l'importance de l'amour dans notre sujet. C'est un phénomène aussi qui pose problème à la science, parce qu'il est toujours unique et non reproductible. Si bien d'ailleurs qu'on peut dire qu'il est impossible de manipuler la synchronicité. Et c'est là où on peut mettre en question tout un certain discours sur la loi d'attraction, en forme de si vous vous concentrez assez fort sur l'image de la voiture que vous voulez avoir, d'ici quelques semaines, elle va apparaître. Ce serait une forme de manipulation de la synchronicité. Il est possible qu'elle apparaisse, mais il est possible que ce soit une blague. Il est possible que la voiture de vos rêves apparaisse, mais que ce soit un enfant qui vous l'amène avec une petite voiture. Ou qu'elle apparaisse dans vos rêves. On ne sait jamais sur quel plan l'univers va répondre. C'est, encore une fois, un jeu de co-création. Et plus intéressant, c'est un dialogue. J'ose penser que c'est même un dialogue amoureux. Que c'est même un dialogue en forme de « tu me cherches ? Regarde, je suis là. Quoi ? Tu veux mettre la main sur moi ? Regarde, je suis déjà plus là. Viens, continue à avancer. Continue à avancer dans le mystère. » Ce serait le jeu de la co-création, ce serait le jeu qui est en arrière de la loi d'attraction. La synchronicité intéresse de plus en plus les physiciens. C'est très intéressant. Il y a quelques physiciens qui ont amené des points de vue récemment très intéressants sur la synchronicité qui méritent d'être mentionnés parce que ça va éclairer notre notion de la loi d'attraction. Je pense en particulier à un physicien qui s'appelle Philippe Guillemont et qui a publié un livre qui s'appelle « La route du temps », extrêmement intéressant. Et au fond, la thèse de Philippe Guillemont serait trop longue à le développer ici, mais en quelques mots, une petite phrase qu'il a dit qui est extraordinaire. Il dit « Tout ce qui n'est pas déterminé par le passé est déterminé par le futur ». C'est-à-dire qu'il dit que finalement, le futur, c'est quelque chose qui est toujours en formation. Et que c'est le rôle de la conscience, c'est le rôle de l'esprit que de préparer le futur, de choisir, c'est un rôle très important de la conscience, de choisir parmi plusieurs possibilités pour en isoler une en particulier qui est celle qu'on veut voir se réaliser. Et à partir de là, cette réalité commence à accumuler de l'énergie, cette réalité future commence à accumuler de l'énergie et commence à tracer un chemin dans le présent pour pouvoir se réaliser. Et là, on a donc quelque chose, lui il cherche à expliquer la synchronicité, mais on a quelque chose qui commence à se rapprocher énormément de la loi d'attraction. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que nous créons le futur. Et il y a des expériences physiques qui tendent à démontrer ce genre de choses. Il y a par exemple un biologiste qui a fait des expériences sur la photosynthèse et qui s'est intéressé à comment l'énergie était propagée des capteurs de photosynthèse jusqu'à la plante, jusqu'au cœur de la cellule, et qui est arrivé à la conclusion que l'énergie essayait plusieurs chemins en même temps jusqu'à identifier quel était le chemin le plus court
Et quand le chemin le plus court a été identifié, c'est un peu comme un individu qui chercherait tous les chemins de sortie d'un labyrinthe en essayant tous les chemins en même temps, et quand il l'a trouvé, il efface ses traces derrière lui. Et le seul chemin qu'on peut retracer est le chemin le plus court qu'il a trouvé. Si vous vous intéressez à ce sujet-là, vous trouverez dans le livre de Lynn McTaggart, La science de l'intention, ou en anglais, The Intention Experiment, vous trouverez une incroyable accumulation d'expériences allant dans ce sens-là. Vous parlant même, par exemple, de comment des poussins venant de naître, qui prennent un robot qui n'est guidé que par un mécanisme aléatoire pour mère, vont avoir assez de puissance, d'intention, pour fausser le hasard et faire que ce robot, qui était donc guidé par un mécanisme purement aléatoire, se mette à diverger dans son hasard et à aller tout le temps vers les poussins. Peut-être pas tout le temps, mais d'une façon telle que statistiquement le hasard n'est plus respecté. Ce sont des poussins qui appellent leur mère et qui émettent donc une intention. Pour revenir un instant à Philippe Guillemont, je veux vous lire une citation parce qu'elle est tellement révélatrice. Elle ouvre tellement de perspectives qu'elle mérite d'être méditée. Philippe Guillemont. Excuse-moi, est-ce que tu peux préciser, est-ce que c'est Guillemont? Guillemont, G-U-I-2-L-E-M-A-N-T. Okay. Et c'est La route du temps, publié en 2010. Okay. Et on retrouve d'ailleurs beaucoup d'informations. Physique quantique. Mais la synchronicité, on retrouve d'ailleurs beaucoup d'informations sur le site www.synchronicité, enfin synchroniciteux parce qu'il n'y a pas d'accent, .net. S-Y-N-C-R-O-N-I-C-I-T-E.net. Et cette citation qui mérite vraiment d'être méditée. Le futur serait en formation de la même façon qu'un organisme, et l'univers recevrait ces informations de l'ensemble des êtres qui le composent, à différents degrés dépendant de la conscientisation de leur libre arbitre. Un homme mu par son ego n'aurait ainsi aucune action puisque son fonctionnement serait mu seulement par l'ego, c'est-à-dire déterministe. Mais l'ensemble de l'univers serait un organisme en croissance. Et le libre arbitre serait assorti d'une intensité, d'une amplitude mesurant sa capacité à œuvrer directement sur le futur. Cette capacité, cette intensité, cette amplitude, ce serait tout simplement l'amour. L'amour serait une réalité fondamentale au même titre que la lumière, l'énergie ou la matière, si ce n'est plus fondamental encore. C'est un physicien du Centre national de la recherche scientifique en France qui parle. Quelque chose est en train de se passer dans notre monde pour que de telles choses commencent à être publiées, signées par des physiciens. Et justement, vous l'avez bien entendu, Philippe Guillemont insiste sur notre libre arbitre. Il insiste sur le fait que la nature même de la conscience, c'est d'avoir un libre arbitre. Ce qui fait rejoindre un autre physicien, Emmanuel Ransford, qui a publié un livre qui s'appelle « La nouvelle physique de l'esprit ». Et Emmanuel Ransford s'intéresse au fait qu'il semblerait que la matière est une composante spirituelle, qui est une composante d'esprit. Et il s'intéresse encore à un autre aspect de la causalité. Il dit que dans le monde extérieur, nous vivons qu'avec une causalité externe, mais que la conscience serait une capacité, ce qu'il appelle d'endocausalité, c'est-à-dire de causalité interne, de capacité de décision et de création par soi-même. Et je mentionne toutes ces choses pour montrer que, toutes ces références, pour montrer que il y a une convergence. Il y a une convergence tranquille entre la physique, la psychologie, les recherches spirituelles. C'est plusieurs rivières qui coulent, mais on commence à voir l'océan. Et pour moi, l'océan, par exemple, celui qui le perçoit peut-être le mieux actuellement du point de vue scientifique, c'est un monsieur qui est né en Inde dans une famille de brahmines, mais qui est allé étudier la physique quantique encore, qui s'appelle Sajid Goswami,
et qui a publié un livre extraordinaire que je vous recommande, qui s'appelle The Self-Aware Universe, l'univers conscient de lui-même. Et il offre une explication qui permet de réunir la physique quantique, Carl Jung, la spiritualité, dans une vision qui peut laisser bouche bée, qui est vraiment une vision qui rejoint les grandes traditions spirituelles. Nous vivons cette époque où toutes ces choses convergent, et c'est pas pour rien non plus que justement il y a des tas de gens comme moi et qui s'intéressent à la loi d'attraction et qui présentent différentes approches de la loi de l'attraction, de la synchronicité. C'est comme si nous cherchions à développer une nouvelle technologie, une technologie spirituelle, au moment même où quelque part on se rend bien compte que les technologies seulement matérielles sont en train de nous mener plus ou moins collectivement droit dans le mur, et qu'on aurait besoin de comprendre à un autre degré notre relation à l'univers, au réel, à l'abondance. Mais c'est bien tout le problème, comprendre. Et une des thèses sur lesquelles je me fonde, sur lesquelles je me baserai ce soir, enfin, celles qui fondent mon travail, c'est l'impossibilité de rationaliser la synchronicité. Je suis désolé pour les physiciens comme M. Guillemot, la tentative est magnifique, mais je ne crois pas qu'on puisse expliquer la synchronicité par la rationalité. Je crois qu'on en viendra à englober la rationalité comme un sous-ensemble de la compréhension qu'on aura tôt ou tard de la synchronicité, de la même manière qu'on est capable aujourd'hui d'expliquer la physique classique de Newton comme un sous-ensemble de la physique quantique. C'est-à-dire que la science va en élargissant le point de vue, en ayant un point de vue toujours plus large. Carl Jung lui-même a essayé d'expliquer la synchronicité et, par exemple, il a fait une petite expérience avec l'astrologie. Il a demandé à des couples de se prêter à un interview et à une analyse de thèmes astrologiques. Il voulait regarder leur conjonction Mars-Vénus dans une synastrie. Et en première analyse, il est arrivé à un taux statistique stupéfiant de l'ordre de 85%. Et il s'est dit, ça y est, j'ai l'explication. Je la tiens, ma fameuse synchronicité. Mais c'était un scientifique. Et par acquis de conscience, il a fait un deuxième test avec une autre population. Et là, c'est tombé en dessous de la moyenne statistique. Et comme il réfléchissait à ça, il a remarqué une ombre. C'est comme si le soleil, se projetant à travers une pierre sur le mur qu'il avait à côté de lui, dessinait un petit diable rieur. Et il a éclaté de rire, il a compris. Il a dit, ah, c'est ça. Nous ne pourrons jamais attraper la synchronicité, pas avec les moyens rationnels, pas avec les moyens scientifiques, pas avec les moyens statistiques. C'est toujours unique, et c'est toujours une expérience personnelle, unique, de conscience. Quelque chose qu'on peut toujours dire à mon voisin, à notre voisin, « Mais je te jure, ça m'est arrivé !» Mais oui, mais ça ne lui est pas encore arrivé et il ne vous croira pas. Parce qu'il faut que ça lui arrive un jour pour que sa vision s'élargisse. Ça implique une certaine dimension de foi, ou ça la suscite. La Chine ancienne connaissait très bien la synchronicité. Si vous avez quelque intérêt en la question, il faut lire le Yi King, qui est le livre même de la synchronicité, date de 5000 ans. Quand on creuse ces idées-là, on en vient à interroger, comme je vous le disais tout à l'heure, je parlais de co-création, et je vous disais que la co-création, c'est tant que nous sommes distincts de l'univers. Finalement, c'est toute notre vision de la séparation entre notre conscience et l'univers qui est mise en question par ces choses-là. Comment pourrions-nous être distincts de l'univers? Comment pourrions-nous nous définir hors de l'univers? Au fond, toutes ces réflexions sur la synchronicité, sur la loi d'attraction, nous font nous demander si nous ne sommes pas nous-mêmes l'univers, si nous ne sommes pas les yeux par lesquels l'univers se voit, l'oreille par laquelle l'univers s'entend, la bouche par laquelle l'univers parle. Et à partir de là, si nos désirs ne sont pas exaucés par l'univers, tout simplement parce que ce sont les désirs de l'univers et qui cherchent à travers nous leur chemin. Ce serait un peu les bases
théoriques sur lesquels je me fonde pour proposer un travail autour de la loi d'attraction. Mais comme je vous disais, j'en amène, je crois en avoir trouvé, pour ma part en tout cas, ce que j'appelle une preuve existentielle. Il n'y a pas de preuve rationnelle, il n'y aura pas de preuve physique de la loi d'attraction, mais il y a une preuve, selon moi, existentielle, qui se vérifie dans la façon dont on la vit, tout simplement. C'est très simple. Il faut tirer les conséquences de la loi d'attraction. Si on tire les conséquences de la loi d'attraction, nous sommes entièrement responsables de tout ce que nous vivons. Alors, ça pose un choix. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez être responsable de votre vie? Vivre en pensant que vous êtes responsable, agir en pensant que vous êtes responsable? Ou est-ce que vous pensez, à l'inverse, vivre en pensant que vous ne maîtrisez rien dans votre vie, que vous êtes victime des événements? Vous n'avez qu'à regarder éventuellement comment vous vous sentez avec ces pensées. Évaluer quel potentiel de vitalité ça procure, quelle perspective ça donne sur la vie. C'est ça que j'appelle la preuve existentielle de la synchronicité, la preuve existentielle de la loi d'attraction. C'est que si on refuse la loi d'attraction, alors on s'engage dans une vision de la vie qui est fermée, qui est une vision dans laquelle on est victime et dans laquelle on est impuissant devant la réalité. Mais si on adopte la loi d'attraction comme étant une base, on dit « je la prends pour acquis ». Je ne sais pas exactement ce que c'est, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, elle va se révéler à moi avec le temps, mais j'en fais un principe de vie. Eh bien, automatiquement, notre vie s'ouvre, notre vie s'élargit, nous devenons responsables, nous prenons du pouvoir sur notre vie. Et c'est tout l'intérêt de la croyance, je dirais, en la loi d'attraction. Je ne suis pas personnellement ce que j'appellerais un croyant, je suis plus un chercheur. Mais en tant que chercheur, je m'intéresse justement à l'efficacité des croyances. Je crois qu'une croyance n'est vraie que dans la mesure où elle est efficace, c'est-à-dire selon ce qu'on en fait. Pour que je puisse m'asseoir sur cette chaise, vraiment m'asseoir sur cette chaise, il faut que je croie qu'elle est solide. S'il y a un petit malin qui a disposé une chaise en caoutchouc dans la salle et que donc j'ai un doute, je ne peux pas m'asseoir vraiment sur cette chaise. Donc, la croyance est efficace. Elle me permet d'agir. La croyance en la loi d'attraction est une croyance qui est efficace en ce qu'elle nous permet de prendre la responsabilité de nos vies et qu'elle nous permet de nous considérer comme ayant les moyens de tout réaliser, de tout faire, de tout vivre, que ce n'est qu'une question de le vouloir vraiment, de faire ce qu'il faut pour l'avoir, et de prendre donc la responsabilité de nos vies. C'est sur ce principe fondamental que j'ai développé donc un processus qui permet d'actualiser la loi de l'attraction, le processus « Créer votre vie de rêve », dont je vous donnerai immédiatement la clé. Elle est très simple, et si vous la comprenez, vous pouvez en tirer parti immédiatement. C'est très simple. Pour avoir ce que vous aimez, ce que vous voulez, il faut aimer ce que vous avez. Pour devenir ce que vous aimez, il faut commencer par aimer ce que vous êtes. Tout, absolument tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez. On en revient à cette problématique de l'acceptation. Si la loi d'attraction est vraie, alors j'ai tout attiré dans ma vie, même les choses que je voudrais changer. À partir de là, la question, ce n'est plus pourquoi, en un seul mot, en termes de cause. Pourquoi donc ça m'arrive à moi, cette chose-là? Encore le jeu de la cause et de l'effet. Mais ça devient pourquoi, en deux mots. Qu'est-ce que ça vise à m'apprendre? Qu'est-ce que ça me permet de comprendre? Qu'est-ce que ça me permet de développer comme nouvelle capacité que je ne connaissais pas?
Et à partir de là, tout se met à prendre sens. Or, nous, les êtres humains, il semble que nous ayons besoin de deux choses qui vont ensemble, le sens et la valeur. Je vais en venir aux valeurs parce que c'est un des éléments importants du processus Créer votre vie de rêve. Mais je veux simplement mentionner comment il semble que nous soyons capables de traverser n'importe quelle condition de vie, jusqu'à certaines personnes qui ont traversé miraculeusement des camps de concentration ou des situations aussi terrifiantes que ça, tant qu'elles étaient capables de donner sens à leur existence. Et puis celles qui ne trouvaient pas moyen de donner sens à ce qui leur arrivait, elles se défaisaient. Elles étaient déjà mortes, avant même que leur cœur s'arrête de battre. Donc, il semble que le plus fondamental pour l'être humain, ce soit la capacité à donner sens, et que la loi d'attraction, à défaut d'être comme un Père Noël qui exaucerait tous nos vœux d'un coup d'un seul, nous fait sans arrêt miroiter une dimension de sens en arrière. Comme si, par exemple, dès qu'on lance un désir dans l'univers, l'univers répond. Mais l'univers ne répond pas comme un parent répondrait à un enfant gâté en disant « tu le veux, tiens, tu l'as ». Non, l'univers répond comme s'adressant à un enfant intelligent dont il pense qu'il a le pouvoir de prendre ses responsabilités et de créer sa vie, à qui il veut donner les moyens de devenir toujours plus responsable. C'est pourquoi, bien souvent, on lance un désir dans l'univers, il se passe des choses, mais nous ne comprenons pas que c'est l'univers a commencé à tracer le chemin. Un chemin qui semble peut-être aller exactement dans le sens inverse de là où on voudrait aller. Mais justement, qui a dit que l'univers voulait aller en ligne droite ? Est-ce que la vie ne fait pas bien souvent, ne serpente pas? Est-ce que ce n'est pas justement tout le jeu de la vie? C'est un des autres principes sur lesquels est fondé le processus Créer votre vie de rêve. Par exemple, qu'il est très important d'intégrer l'ombre. Il est très important d'intégrer toutes les parties de nous que nous rejetons, que nous ne voulons pas voir, que nous détestons dans l'univers ou en nous-mêmes, si nous voulons vraiment réaliser nos désirs. Grâce à l'ombre, nous trouvons la force d'aller dans nos vulnérabilités. Si nous refusons d'aller dans nos vulnérabilités, c'est un peu comme si nous demandions à l'univers « Je suis à Montréal, je voudrais aller à Québec. » Et voilà qu'une voiture se gare devant chez nous. « Ah non, 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 j'aime pas la voiture, je suis malade en voiture, je ne veux pas y aller en voiture. » Alors l'univers nous envoie un autre moyen de locomotion, un hélicoptère. « Ah non, ça me fait peur. » Un vélo. « Ah non, c'est trop d'efforts. » Ben là, veux-tu aller à Québec ? Nous avons bien souvent ce problème de refuser le chemin, de vouloir tout de suite atteindre la destination sans avoir pris le chemin. Bien souvent, pour nous rendre, pour réaliser nos buts, il faut traverser quelque chose de bien difficile, nos vulnérabilités, nos peurs. C'est pas pour rien que ce but ne s'est pas encore réalisé dans notre vie, c'est éventuellement qu'il y a quelque chose en nous qui dit « non merci, non, non, je préférerais pas y aller parce que tu comprends, ça me fait trop peur ». Il faut savoir qu'une des choses qui nous fait le plus peur, par exemple, c'est souvent d'apparaître dans notre la pleine responsabilité de notre vie, puis dans notre pleine brillance, dans toutes nos capacités. C'est ce qu'on appelle l'ombre positive. Elle est beaucoup plus difficile à débusquer que les ombres négatives. C'est beaucoup plus facile d'aller chercher les squelettes qu'on a dans le placard, parce que tout le monde sait qu'on a des squelettes dans le placard. Et finalement, on fait un congrès de squelettes dans le placard, et on se dit « oui, je sais, j'ai aussi ce mauvais côté ». Mais laisser sortir ce en quoi nous sommes géniaux, brillants, oula, c'est énorme. Il pourrait y avoir une critique, il pourrait y avoir quelqu'un qui ne le reçoit pas. On rentre dans les zones les plus profondes de vulnérabilité. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous ne vivons pas la loi d'attraction tous les jours. C'est pour ça que nous avons besoin sans arrêt de jouer avec la cause à l'effet, et l'effet de travailler très dur pour obtenir ce que nous voulons. C'est parce que quelque part ça justifie une conception de la réalité dans laquelle nous préférons nous diminuer, nous cacher un petit peu. Alors je crois que vous avez déjà à peu près les éléments de créer votre vie de rêve qui se dessinent. Dans créer votre vie de rêve,
Le premier point, c'est qu'on va vous demander en quoi vous êtes unique. C'est quoi qui fait que vous êtes unique, vraiment? Qu'est-ce que vous amenez, vous, d'unique dans l'univers? Parce que dans une deuxième étape, on va vous demander de clarifier votre intention et de vérifier que votre intention est bien votre intention, que ce n'est pas l'intention de quelqu'un d'autre, que ce n'est pas l'intention de votre famille, que l'intention sociale que vous auriez achetée d'une façon ou d'une autre, que c'est vraiment le désir profond de votre âme. Et si c'est le désir profond de votre âme, d'une façon ou d'une autre, votre intention va manifester ce que vous apportez d'unique. Cette intention va être unique, ça ne va pas être l'intention du voisin. Ça va être votre intention. Et déjà, elle va commencer à crépiter avec votre pouvoir personnel, si c'est vraiment votre intention unique. Vous allez le sentir. Vous allez sentir que rien qu'en étant capable de formuler cette intention, vous allez être comme en connexion avec vos profondeurs. Mais un des grands torts, selon moi, des discours actuels sur la loi de l'attraction, c'est qu'ils tendent volontiers vers la pensée magique et la pensée positive, qui a toutes ses vertus, la pensée positive. Et quant à la magie, pour moi, c'est quand l'âme agit. Mais c'est dans son rapport avec l'ombre qu'il y a un problème. À force de pensée positive, on se met à repousser les aspects négatifs de l'existence. On ne veut plus les voir, on ne veut plus se voir soi-même dans nos propres aspects négatifs. Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on dépense beaucoup d'énergie à tenir à distance tous les aspects négatifs de l'existence et nos propres aspects négatifs. Comment voulez-vous réaliser vos intentions si vous passez la majeure partie de votre énergie à refuser les aspects négatifs de l'existence et vos propres ombres? En fait, une grande partie de votre énergie est dilapidée dans des conflits avec le reste de l'univers. Les gens ne devraient pas se comporter comme ça. Ça ne devrait pas exister, ces choses-là. Et puis vous-même, vous ne devriez pas avoir tel ou tel travers. Donc vous évitez de les laisser ressortir et vous dépensez de l'énergie sans arrêt, pour les laisser être, pour éviter qu'ils soient. Et puis, qu'est-ce qu'elles font ces ombres? Eh bien, elles se vengent. Elles aussi, elles veulent participer à la vie. Alors, elles se vengent. Alors, pendant qu'on veut accéder à notre intention, eh bien, surgit notre meilleur ami, le saboteur, qui nous met des bâtons dans les roues, qui nous fait un croche-patte, qui nous fait tomber, qui nous dit « Dis donc, tu vas te souvenir de moi ?» Le processus crée votre vie de rêve. Dans un premier temps, on vous demande d'aller chercher qu'est-ce qu'il y a vraiment comme valeur dans votre intention. Quelles sont les vraies valeurs pour vous dans votre intention? Parce que vous savez, quand vous aurez réalisé votre intention, vos valeurs seront encore vivantes. Et parce que finalement, c'est moins de réaliser nos buts qui nous satisfait que de vivre pleinement nos valeurs. Mais quand on a bien connaissance de ces valeurs, alors on est en mesure d'aller rencontrer notre ombre, d'aller rencontrer précisément ces parties négatives, ces aspects négatifs. Pour quoi faire? D'abord pour récupérer l'énergie qu'on leur donne en se battant contre eux. Pour négocier avec eux. Toi, tu veux ça? Moi, je veux ça. Est-ce qu'on peut trouver un moyen terme? Comment je peux t'embarquer dans le bateau? Comment je peux faire en sorte, ma chère ombre, que tu m'aides, que tu deviennes mon allié? Et finalement, c'est ça donc. On demande à l'ombre de rejoindre notre effort vers la réalisation de notre intention. Et on demande donc à des qualités que l'on prenait pour des défauts de se manifester de façon juste, de façon correcte, de façon en relation avec nos valeurs, pour nous aider à réaliser notre intention. Et déjà, on se sent plus complet, plus entier. Et avec l'aide de l'ombre, alors on peut aller traverser ce qui nous fait le plus peur, et ce qui est généralement l'obstacle majeur à la réalisation de nos intentions, nos vulnérabilités. On peut aller visiter les espaces dans lesquels, justement, nous nous sentons impuissants, vulnérables, fragiles. Et l'ombre nous amène éventuellement des ressources insoupçonnées qu'on n'avait pas prévues. Mais la vulnérabilité, on ne va pas s'y arrêter.
il y a une réponse à donner à la vulnérabilité, c'est justement la responsabilité, la prise de nos responsabilités. C'est-à-dire que nous avons tous vécu des moments de vulnérabilité. Mais si nous sommes encore vivants, c'est parce que nous avons trouvé les moyens de survivre, des forces. Eh bien, avec le processus Créer votre vie de rêve, on va aller chercher quelles sont ces forces, quelles sont ces capacités que nous avons de prendre vraiment la responsabilité de nos vies. Responsabilité, il faut bien l'entendre ce mot. Dans responsabilité, il y a réponse. Il y a comment nous répondons aux situations. J'en reviens au fait que c'est un jeu co-créateur. Dans le jeu co-créateur, l'univers nous propose une situation. Éventuellement, nous n'y pouvons rien. Éventuellement, cette situation est déterminée par des facteurs qui sont complètement hors de notre contrôle. Mais nous co-créons la réalité par la façon dont nous réagissons à la situation. Nous répondons d'égal à égal à l'univers. N'importe quel événement, nous lui répondons par la façon dont nous le vivons, par la façon dont nous nous identifions à certaines pensées face à ces événements. C'est là d'ailleurs qu'un outil très utile, c'est un outil de désidentification avec nos pensées, de capacité d'observer nos pensées, qu'on appelle la méditation, est utilisé dans le processus Créer votre vie de rêve. Il est nécessaire de pouvoir observer nos pensées pour voir finalement quelles sont nos croyances fondamentales derrière ces pensées et comment nous co-créons donc la réalité. Alors là, aller prendre nos responsabilités, c'est cesser de blâmer l'univers et cesser de blâmer autrui pour ce qui nous arrive et prendre la responsabilité de tout ce que nous vivons. Et ce faisant, nous en revenons au fondamental de ce que je vous disais avec la loi d'attraction. Nous retrouvons notre pouvoir personnel. Nous redevenons des agents pleinement actifs dans notre vie. Et finalement, ayant fait tout ce parcours, le processus Créer votre vie de rêve propose une façon d'intégrer l'ensemble de ces éléments. Ce n'est pas tout de se concentrer sur une intention. C'est beau, mais si par exemple on n'a pas regardé les ombres qu'elle peut projeter, si on n'a pas regardé dans quelle vulnérabilité elle risque de nous emmener, si on n'a pas regardé quelle responsabilité on peut avoir à prendre, si on n'a pas regardé quelles sont les valeurs qui sont en arrière, c'est insuffisant. Alors, justement, le processus Créer votre vie de rêve part de l'intention et déploie comme une fleur ces différents éléments que je vous ai nommés, les valeurs, l'ombre, les responsabilités et les vulnérabilités. Et on met tout ça dans un mandala. Et vous savez peut-être, le mandala, c'est une figuration du soi, selon Carl Jung. Pourquoi ? C'est parce que finalement, vous savez, la synchronicité, ce n'est pas le moi qui la déclenche. La synchronicité, Carl Jung était déjà arrivé à cette conclusion, c'est le soi qui provoque les synchronicités. Le soi qui réunit le conscient et l'inconscient. Le soi qui représente, qui est notre totalité. Et en fait, ça me permet d'édicter la règle d'or d'actualisation de l'intention. Si vous voulez réaliser vos intentions, veillez tout simplement à ce qu'elles respectent votre totalité. C'est aussi simple que ça. Si, en réalisant vos intentions, vous niez encore des parties de vous-même, l'univers ne vous le permettra pas. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est un travail direct de co-création de la vie, de relation avec le soi, de co-création de la vie avec l'univers et le soi. Et il se trouve que la psychologie des profondeurs ne tranche pas exactement sur quelles seraient les limites du soi. Rien ne permet de dire que le soi serait quelque chose de limité. Donc, le soi et l'univers, peut-être parlons-nous de la même chose. Mais là, on rentre justement dans un espace où, encore une fois, le rationnel échoue.
M'approchant de la conclusion, puisque tout à l'heure, comme je l'ai dit, on va passer plus à des questions. Il y a des personnes ici aussi dans la salle qui ont expérimenté déjà le processus au travers d'un groupe pilote et qui éventuellement voudront bien témoigner un petit peu de leur expérience. Je voudrais encore expliciter un élément de procédure. Quelque part, une fois que vous avez fait ce travail finalement sur les ombres, sur l'intention, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je pourrais vous encourager, si vous êtes intéressé par ce sujet-là, à lire un livre extraordinaire qui est paru dans les années 90-94, si je ne me trompe, de René Egli, un économiste suisse, si je ne me trompe, qui s'appelle Le principe Lola. Lola, en fait, ça s'écrit en fait L-O-L carré, comme quelque chose à la puissance au carré, A, parce que c'est un acronyme. C'est un acronyme d'un principe extraordinaire qu'il a mis au point et que je reprends, que j'intègre dans Créer votre vie de rêve. Et ce sont des mots allemands. C'est très simple. Pour la manifestation de l'intention, ce que propose René Egli, c'est d'abord de clarifier l'intention autant que possible, d'avoir une intention aussi claire que possible, de pouvoir la visualiser dans tous ses détails, de pouvoir la ressentir pleinement. D'envoyer cette énergie dans l'univers, de ce désir, en souhaitant que toutes les autres personnes qui ont le même désir puissent le vivre pleinement. C'est la loi d'action-réaction. L'univers vous donne ce que vous lui donnez. La partie au carré, c'est l'amour. C'est que plus vous mettez d'amour dans votre intention, et plus l'univers va répondre directement. Et finalement, tout ça, vous pouvez vous le figurer comme si on tendait la corde d'un arc. Mais vous savez, la flèche, elle ne se rendra pas si on ne lâche pas la corde de l'arc. Et ça s'appelle le lâcher-prise, ça s'appelle faire confiance. Et ce que ça a comme implication, c'est d'accepter que l'univers vous répondra à sa façon. Et que sa façon, c'est la meilleure façon avec laquelle il puisse vous répondre. Lui faire entièrement confiance. Et ça amène l'élément clé du processus, et ça tout le monde est d'accord dans le domaine de l'étude de la loi d'attraction, la gratitude. On ne remercie pas quand on reçoit le cadeau, on remercie dès le début, tout le temps, parce qu'on sait en chaque instant que chaque pas, chaque minute est un pas et une minute qui s'en va vers la réalisation de notre intention. Et on remercie, on remercie, on remercie. C'est la prière la plus puissante qui soit, celle qui consiste à prendre pour acquis que c'est déjà réalisé quelque part dans l'univers, dans le futur, et que ce futur est en train, de plus en plus, directement, de se concrétiser, de se matérialiser. Merci, merci, merci. Ce qui m'amène à vous proposer un dernier exercice qui va vous mettre, enfin un petit exercice, une façon comme de conclure le discours, toujours par une espèce de mise en action, et qui est un exercice typique du processus Créer votre vie de rêve. Ça vous donnera un avant-goût du processus. Alors, en fait, l'idée derrière ça est très simple. C'est un des derniers éléments que je peux amener pour l'instant. C'est l'idée que vous aurez remarqué certainement que quand vous êtes tendu vers votre intention, vous êtes tendu vers un futur, et que votre énergie fuit à partir de là l'instant présent. Or, un des points clés, c'est que nous devons être dans l'instant présent pour manifester notre pouvoir créateur. C'est un des autres grands principes de la Huna dont je parlais tout à l'heure. C'est toujours dans l'instant présent. Le moment de pouvoir, comme il est dit, est maintenant, toujours. Alors, je vous propose simplement de faire un exercice qui s'appelle l'inversion du désir et qui consiste, en fait,
à vous projeter dans le futur et à regarder l'instant présent à partir de ce futur. Donc si vous voulez bien, je vous invite à fermer les yeux, à aller un petit peu à l'intérieur et déjà, tout simplement, à vérifier que vous êtes bien dans le présent en prenant conscience de votre chaise, votre assise sur la chaise, de comment vous vous sentez, de votre respiration. J'invite à regarder qu'est-ce que goûte l'instant présent. Quelle couleur éventuellement il a à l'intérieur de vous. Et à respirer. Et maintenant, je vous invite à penser à une intention, quelque chose qui vous est vraiment cher, quelque chose que vous avez vraiment envie de voir se réaliser. Et je vous invite à l'imaginer. Qu'est-ce que ce sera quand ce sera réalisé? Qu'est-ce que vous ressentirez? Comment vous vous sentirez? Qu'est-ce que ça goûtera? Puis je vous invite à vous projeter dans le futur, à imaginer que vous y êtes, ça y est, là, maintenant, vous y êtes, ça s'est réalisé. Et à partir de ce futur, revenez en arrière, revenez à ce soir du jeudi 9 octobre. Vous étiez à Montréal dans une salle de conférence. Qu'est-ce que vous pourriez souffler à l'oreille de ce moi qui était assis dans une chaise le jeudi 9 octobre? Qu'est-ce que vous pourriez lui dire à partir de ce moi futur qui vit votre intention réalisée? Quels conseils pourriez-vous lui donner? Quel avis? Comment l'encourager? Voilà, je vous invite à revenir maintenant tout doucement à la surface, c'est-à-dire dans l'instant présent de ce jeudi 9 octobre, à Montréal, rue Berry. C'est un exercice très simple que vous pouvez pratiquer aussi souvent que vous voulez et qui est une façon d'aller chercher de l'information dans le futur et qui est une façon de commencer à faire en sorte que ce moi futur et votre moi présent fusionnent jusqu'à devenir un. Et le jour où ils seront un, cette intention sera réalisée. Alors, je vous propose de prendre 10 minutes de pause et l'espace sera ensuite ouvert aux questions. Et comme je disais, éventuellement à quelques témoignages, parce que le processus a déjà été expérimenté par un certain nombre de gens. J'en parlerai un peu plus de façon pratique aussi, le fait que ça repose sur un questionnaire personnel, mais aussi des ateliers. Le questionnaire est disponible ici si vous le voulez. Vous pouvez aussi venir me voir, parler s'il y a des questions plus privées que vous voulez poser.
je tiens disponible à vos questions, à toutes les questions que vous pouvez avoir sur le processus, sur la synchronicité, la loi d'attraction. J'ai en même temps souhaite pouvoir donner la parole à quelques personnes qui sont là, qui ont expérimenté le processus, parce que je vous parlais de 20 ans de recherche, c'est ça à peu près autour de la synchronicité, etc. Et depuis 6 mois à peu près, j'ai bénéficié, et je les en remercie de tout cœur, d'un groupe pilote, d'une trentaine de personnes qui se sont proposées pour expérimenter le processus. Le processus, il tient au préalable dans un questionnaire. En fait, il tient au complet dans un questionnaire, que quelque chose qu'une personne peut faire entièrement seule, de façon entièrement autonome. Ça a été une de mes préoccupations, justement, de faire en sorte que le questionnaire, que le processus puisse être vécu d'une façon complètement individuelle. Ceci dit, ce n'est pas facile. Ça réclame pas mal de travail sur soi. Je dirais qu'on a constaté justement avec le groupe pilote que les gens qui avaient fait déjà pas mal de travail sur eux-mêmes avaient plus de facilité finalement à passer à travers le questionnaire. Alors, le processus, c'est aussi des ateliers. Un atelier qui s'en vient pour aider à clarifier l'intention, parce qu'on s'est rendu compte au cours du groupe pilote que c'était une des plus grandes difficultés finalement, c'était d'identifier vraiment l'intention avec laquelle on avait envie d'aller. Et puis un atelier qui met en œuvre très directement le processus, c'est-à-dire qui fait parcourir vraiment le chemin depuis une intention claire, les valeurs, la plongée dans l'ombre, la traversée des vulnérabilités, la prise de responsabilité et la synthèse, l'intégration. J'en ai donné un récemment avec 13 personnes, si je ne me trompe, et j'ai l'impression que même si, par exemple, je ne peux pas prendre la responsabilité de la réalisation des synchronicités, il se trouve que le processus semble avoir déclenché quelques belles synchronicités chez différentes personnes. Mais moi, mon but, finalement, c'est, à travers ce processus, c'est d'aider à un changement de perspective, et la réalisation d'une compréhension un peu différente de la façon dont interagir avec l'univers. Je vous rappelle le motto du processus. Pour avoir ce que vous aimez, il faut aimer ce que vous avez. Pour devenir ce que vous aimez, il faut commencer par aimer ce que vous êtes. Et ma grande satisfaction au sortir de cet atelier, en parlant avec plusieurs personnes, ça a été de constater que, oui, il y avait sans doute eu certains changements de perspective, certains shifts de conscience, qui est tout ce que je cherche à provoquer à travers ce processus, en étant bien convaincu qu'à partir de là, les synchronicités répondent justement à ces changements en conscience. Finalement, une des règles du processus, c'est que si vous voulez obtenir quelque chose dans la vie réelle, il faut fournir une énergie, vous produisez un effort. Eh bien, si vous voulez obtenir quelque chose sur le plan spirituel, sur le plan de la synchronicité, c'est un effort de conscience qu'il faut faire. Donc c'est tout le sens de ce processus que je propose. Mais je vous laisse la parole. Est-ce qu'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Ou des témoignages, oui. Ce serait peut-être intéressant d'entendre quelques témoignages. Allez, je vais en provoquer un. Et je vous présente en même temps ma collaboratrice, Isabelle, qui a été qui a été la première personne après moi à utiliser le processus, et qui m'est arrivé un jour en me disant « mais ça marche ». Et qui a finalement quand même été assez convaincue pour me rejoindre dans la création d'une entreprise qui développe ce processus. Donc est-ce que Isabelle, tu veux bien raconter quelques éléments de ton expérience, peut-être nous parler simplement de comment avant le processus, tu envisageais ces choses-là, et qu'est-ce que le processus a changé à ta compréhension, à ta perspective? Je pense que je dois déjà commencer par dire qu'à la base, je suis quelqu'un d'assez rationnel. Je suis très ouverte aux croyances de chacun. Mais tant que je n'ai pas expérimenté par moi-même et vu par moi-même, je garde beaucoup de réserve. J'ai notamment expérimenté le secret avec des résultats extrêmement savoureux. Mais en me disant, il y a quand même quelque chose là. Il y a effectivement quelque chose. Donc quand Jean est arrivé avec son questionnaire, j'ai dit ok, j'essaye.
Et j'avais une intention qui me tenait vraiment à cœur. Je pense que ça, c'est important de le souligner. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie. On y met vraiment son âme. Et j'ai embarqué là-dedans. Je me suis retrouvée coincée avec mon saboteur, alors que j'avais beaucoup travaillé sur moi. Et ce qui m'a vraiment permis de passer à travers, c'est de connaître mon ombre positive. Moi, j'ai tendance vraiment à insister sur cette ombre positive parce que, comme disait Jean, on connaît bien nos squelettes, mais nos côtés lumineux, on a tendance à les occulter pour des raisons X ou Y. Donc moi, j'ai posé une intention qui était assez frondeuse, dans un délai très court, parce que je voulais qu'on puisse constater assez rapidement. Ça s'est arrivé une première fois, ça s'est présenté à moi une première fois comme un cadeau. Et moi, je suis restée vraiment interdite devant ça déjà parce que, wow, qu'est-ce qui se passe? J'avais une chance sur vraiment presque 1 million que ça arrive. C'était très complexe, très précis par contre. C'était extrêmement précis. Et quand ça s'est présenté à moi, je dis, wow, déjà ça se produit, wow, déjà ça fait du bien, mais il y a quelque chose là. Et je suis restée bloquée, j'arrivais pas à embarquer, j'arrivais pas à prendre ce cadeau qu'on me tendait. Ça s'est représenté une deuxième fois, toujours dans les délais que j'avais posés, qui étaient très courts, j'avais 40 jours pour le faire. Pareil, impossible d'embarquer, j'avais ce cadeau qu'on me tendait, j'étais incapable de le prendre, j'étais incapable d'en faire quoi que ce soit. Et pourtant, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Entre-temps, j'ai lu un livre qui, moi, m'a été vraiment très précieux, qui s'appelle « La part d'ombre du chercheur de lumière ». Et là, j'ai découvert mes ombres positives. Et le cadeau s'est représenté une troisième fois. Et là, j'ai été capable de le prendre et de le vivre pleinement. Et c'était suffisamment flyé pour que je me dise, ça marche. Et moi qui suis vraiment quelqu'un de très rationnel, j'ai un bon côté Saint Thomas, pour que je dise que quelque chose fonctionne, je me dis, ok, par contre, en bonne scientifique, j'ai posé une deuxième intention avec un délai un peu plus long, donc en cours de réalisation, mais avec des événements, j'ai tendance à dire, pour parler un peu vulgairement, j'ai l'impression d'avoir foutu le bordel dans l'univers, tellement ça bouge et il se passe des choses assez insensées. Donc on va voir ce qu'il en est de cette deuxième intention pour vérifier vraiment, est-ce que c'était, on peut dire, une coïncidence, même si j'en doute fort. Les événements étaient vraiment trop précis et trop interpellants pour se dire que c'était seulement des coïncidences. Et donc, voilà. Je rebondirai sur ce que vient de dire Isabelle pour souligner deux, trois points. Ce que je ne savais pas justement avant de faire cette expérience avec le groupe pilote, c'est à quel point il est important et intéressant en tout cas de fixer une date à une intention. Et en analysant ça de plus près, j'ai réalisé qu'en fixant une date à une intention qu'on veut réaliser, on prend un risque. Et le plus gros risque qu'on prend, c'est qu'elle se réalise dans des délais très courts et que ça nous surprenne complètement. Évidemment, on prend le risque d'être déçu parce qu'on met une date, puis on dit, bah là, je veux que ce soit réalisé d'ici Noël. Et puis, éventuellement, l'anxiété monte, plus Noël approche. Mais en réalité, l'anxiété monte encore plus par rapport à comment ça peut ébranler notre vision de la réalité. Et l'autre point qui est très intéressant à retenir du témoignage d'Isabelle, c'est comment l'intention se réalise, mais finalement, on n'en veut pas nécessairement. Ça va éventuellement, justement, ça a quelque chose d'insécurisant, une intention qui se réalise trop vite. J'en reviens au fait que ça nous ramène à notre entière liberté, à notre pleine responsabilité. Et c'est vraiment intéressant, ce que j'ai pu observer avec ce groupe pilote, c'est que quand on travaille sur l'intention, on ne travaille pas sur la réalisation de buts, on travaille vraiment sur des chemins de vie qui se dessinent. J'ai relevé d'ailleurs une citation de Paulo Coelho que j'aime particulièrement, c'est qui dit « Quand on voyage vers un objectif, il est très important de prêter attention au chemin. C'est toujours le chemin qui nous enseigne la meilleure façon d'y parvenir et il nous enrichit à mesure que nous le parcourons. » J'ai vécu des choses un peu similaires à ce que Isabelle mentionne, c'est-à-dire que pour des intentions que j'ai posées, j'ai vu des choses se réaliser de telle façon que j'ai commencé par les refuser.
D'abord parce que ce n'était pas la forme sous laquelle je m'attendais que ça arrive. Et ça, c'est la première chose. On est dans un jeu co-créatif avec l'univers, et l'univers nous répond comme il a envie de nous répondre. Mais aussi parce que c'est déstabilisant. Et finalement, c'est là que ça devient très très intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'il y a des intentions dans l'intention. Et qu'éventuellement, parmi les personnes qui sont venues dans le groupe pilote, il y a des gens dont l'intention a évolué au fur et à mesure du temps. Ils sont partis avec une intention, et puis le travail, la réflexion qu'elles ont été amenées à faire et la façon dont les choses ont évolué, les ont amenées à reformuler leur intention et à le reformuler encore une autre fois, jusqu'à arriver à une intention qui était beaucoup plus fondamentale. Et en fait, très généralement, ce qui se passe, c'est que la première intention qui est formulée porte sur un événement extérieur qu'on voudrait voir se réaliser, puis qu'on peut tenir encore à peu près à distance. Mais au fur et à mesure, on est de plus en plus impliqué dans la réalité de l'intention, et jusqu'à finalement que ça devienne une question cruciale pour la personne, et qu'elle réalise que l'enjeu est éventuellement beaucoup plus important que d'obtenir un nouveau jouet, entre guillemets. Donc, le travail sur l'intention est une forme de travail sur soi extrêmement intéressante qui nous révèle quel est notre véritable désir. Et c'est ce véritable désir qui se réalise en réalité. Je me tais, je laisse la place à d'autres questions ou témoignages. Je vais faire un témoignage. S'il vous plaît. Okay. Moi, quand j'ai reçu le questionnaire, je me disais, tu sais, 1 heure, tout va être bâclé. J'ai travaillé, je peux dire, plusieurs jours. Puis quand j'ai réalisé à quel point ce questionnaire-là me fait travailler sur moi, j'ai dit, tiens, te trouver à la place. J'ai fait le questionnaire, tout ça. J'avais deux projets. Je m'en vais là-bas. Je rencontre un groupe fantastique. Il faut se dépasser, il faut être ouvert, premièrement. Il faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur de soi, puis se divulguer, parce qu'il y a des exercices qu'on fait à deux, que j'ai apprécié beaucoup. Puis lors d'un exercice, c'était justement sur nos ombres. Je m'installe, je fais l'exercice. Moi, je m'en vais dans une certaine maison. Là, je descends au sous-sol. Puis Jean dit, bon, ben là, vous allez avoir une porte. Puis il dit, l'autre côté, c'est votre ombre. Mais moi, dans cette maison-là, il n'y en a pas de porte dans le sous-sol. Là, j'ai dit, tiens, là, ça veut dire qu'il faut que je mette du mien. J'en fais une porte, moi, puis je l'ouvre la porte, puis je suis arrivé face à face avec mon ombre. C'était mon saboteur de pensée. Moi, là, j'ai des pensées là, arborescentes, comme un arbre, un paquet de branches. Je peux faire 7, 8, 10 affaires en même temps, puis ça va, là, je ne fais pas d'effort. Et ça consomme de mon énergie. Fait que ce que j'ai eu comme instinct de faire, j'ai dit, tiens, j'essaye quelque chose. Je tends la main à mon saboteur de pensée, puis j'ai dit, tiens, on fait la paix ensemble, on va devenir des amis. La seule chose, il va y avoir des règles. Tu vas sortir de moi, puis tu vas venir à mon côté, mais plus à l'intérieur. Il a accepté. Là, on finit l'exercice, tout est bien. Durant toute l'après-midi, là, je le sentais à côté de moi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'était le samedi. Mais là, je me sentais bien, je me sentais que j'avais de l'énergie, tout allait mieux. Je dépensais moins d'énergie, je pouvais être avide de voir toutes les choses. Mais par contre, il y avait quelque chose qui m'agaçait dans le groupe. Une personne. Puis ça a resté comme ça. Je cherchais, je me disais, Colin, ça se peut pas que je ne peux pas percevoir cette personne-là. Le dimanche, on y va, on fait d'autres exercices. Puis à un moment donné, on a été dîner, on est revenu dans l'après-midi, Jean met de la musique, puis tout d'un coup, pouf! Je regarde la personne, puis je me dis, là, je viens de comprendre pourquoi cette personne-là, durant tous les 2 jours, me donnait mon image à moi. Là, je venais de le réaliser. Puis c'est l'ombre que moi, je projetais sur les autres.
Puis là, je dis, Caroline, je viens de régler un autre problème. Puis voyez-vous, j'ai 2 choses majeures qui m'ont changé de A à Z. Puis c'est même pas dans mes 2 rêves que j'ai. Mais par contre, je réalise que les 2 choses qui me sont arrivées, ça va m'aider à aller chercher mes rêves là, sans trop d'efforts. Puis j'ai réalisé aussi qu'un des 2 rêves, ça se peut qu'il faudrait que je le mette de côté. Puis voir, l'analyser, là, il y a des pour puis des contre. Puis m'assurer bien que c'est bien bon pour moi, cette chose-là. Puis j'ai très apprécié le déroulement de la façon que Jean s'occupe du temps ainsi. On a tout le temps qu'on veut, mais il n'y a pas de perte, là. Il est très minutieux, puis j'ai beaucoup apprécié mon expérience. Puis je le conseillerais à tous ceux qui veulent le faire. Vous ne perdrez pas votre temps, croyez-moi. Puis vous rencontrez des gens des gens de qualité, quoi. Merci. Wow, beau témoignage. Bravo, Je peux Jean-Pierre. juste me permettre, quand tu as rencontré cette personne, il s'est passé autre chose. Oui. À un moment donné, on a fait un mandala. Oui, on a fait un Et cette mandala. personne, Oui, tu la t'es retrouvé personne. avec elle. Oui. Vous avez échangé les mandalas. On a échangé les mandalas. Puis j'avais dessiné une porte, j'avais dessiné une main, j'avais certains thèmes que j'avais marqués. Puis la personne avait dessiné une porte, avait dessiné une main, avait dessiné beaucoup Sans de choses, en parler. avait écrit beaucoup de choses, sans s'en parler. Ouais. Puis ça, là, j'en vis encore des émotions. Oui, c'était spécial. Puis cette personne-là, elle était mon... on est tous les 2 la copie carbone l'un de l'autre. Un mâle puis l'autre femelle. On est pareils tous les 2. Puis on l'avait mis par écrit. Puis sans le savoir, parce que moi, quand on a fini notre mandala, l'exercice, j'ai dit, Jean-Pierre, il faut que tu ailles voir ça. Fait que tout de suite, j'ai pointé la personne, puis j'ai dit, on le fait-tu ensemble? Elle me dit oui. On s'est déplacés, on s'est mis ensemble. Puis j'ai montré mon mandala, elle devait l'interpréter, mais elle l'a regardé, puis elle était tellement surprise. Elle dit, tu vas tout comprendre, prends mon mandala, puis regarde-le. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, hey, c'est spécial. Puis là, je lui ai dit qu'est-ce qui se passait. Que je ne pouvais pas la capter, rien de ça. Elle avait les bras fermés, elle avait les jambes croisées sur la chaise, elle n'avait pas les pieds groundés, rien. Puis des fois, elle était en rond comme position fœtus. Puis je voulais apprendre à la connaître, puis c'était fermé. Mais là, j'ai dit, c'est ça, là, qu'il faut que je comprenne, c'est que moi, je suis fermé, c'est à moi à m'ouvrir aux autres pour faciliter la réussite de mes 2 projets. Fait que c'est ça l'ombre que je jetais sur un des projets. C'est important que j'en jette pas d'ombre, autrement dit, que je sois plus ouvert. Fait que c'était agréable. Pas mal agréable. Puis de voir que tu peux parler à la personne, puis qu'elle est aussi ouverte que toi, là, en tout cas, les gens de qualité, là, il y en avait. Tout le monde était spécial. C'était une belle expérience à vivre. Assez que même moi, j'ai dit à Jean, j'ai suggéré que notre groupe, là, dans 21 jours, on va se rencontrer, là, puis se reparler de certaines choses. De notre évolution, là, c'était très agréable. Mais c'est ça qu'il faut faire. Il ne faut pas aller là, puis être assis, puis renfermer, puis dire, bien, je ne suis pas pour dire ça, qu'est-ce qu'ils vont me dire, puis ils vont me juger. On se dévoile, puis vous allez voir que, comme, regardez-moi, la personne là, est pareille comme moi. C'est formidable. C'est une bonne expérience. Je tiens à dire, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jean-Pierre, je le connais depuis 2-3 ans. C'est un chercheur spirituel de grande qualité, puis qui fait du cheminement depuis 20 ans, si c'est pas plus. Puis il a expérimenté, il n'a pas juste lu des livres. Fait que son témoignage est très précieux parce que c'est une personne de très grande qualité évolutive. Oui, merci. Merci Jean-Pierre et puis merci Jean-Marcel pour ce commentaire. Je commenterai juste deux petits points très rapidement. Dire que justement, la psychologie des profondeurs,
ce que souligne la psychologie des profondeurs, c'est que l'ombre dont on parle, vous savez, c'est pas un concept, c'est quelque chose de vivant. C'est une énergie au sens propre. En fait, c'est un des torts qu'on a avec la psychologie des profondeurs, la psychologie en général. On voudrait en faire quelque chose de conceptuel et à partir de là mettre l'humain dans une petite boîte. Mais quand on expérimente directement avec ça, quand on le vit, que ce soit au travers du travail avec les rêves, ce qui est ma spécialité, dans des ateliers comme ça, on réalise à quel point c'est une énergie vivante, c'est quelque chose avec laquelle on peut dialoguer et qui, en effet, quand on le projette sur les autres, nous empêche de voir les autres tels qu'ils sont et nous coupe, mais en même temps, les autres nous offrent un miroir et on rentre encore dans ce jeu, dans ce grand jeu de co-création, parce que l'univers n'arrête pas de nous tendre un miroir, le miroir de ce qu'on ne voit pas de nous-mêmes. Et l'autre intérêt, l'autre commentaire que j'aurais apporté, c'est sur l'intérêt qu'il y a justement à venir travailler en groupe. Je l'expérimente dans des cercles de rêve que je tiens régulièrement et je l'expérimente dans ces ateliers « Créer votre vie de rêve ». Un des intérêts, c'est que nous ne sommes pas aussi individuels que nous le croyons. C'est vrai que nous sommes des individus, mais en réalité, nous avons un substrat commun que Jung a appelé l'inconscient collectif, et nous rentrons très facilement en résonance les uns avec les autres. Et dans tous les groupes que j'ai eu l'occasion de faire, ça fait 10 ans que je donne des groupes en travail de rêve, etc. J'ai pu constater comment il y a des personnes qui rêvent pour d'autres personnes, ou comment une personne rêve, amène un rêve, et d'autres personnes se reconnaissent et en tirent une leçon, une interprétation. Ou comme ça, quand dans un groupe de travail, créer votre vie de rêve, eh bien, il y a des gens qui rentrent en résonance les uns avec les autres parce qu'ils sont sur des problématiques similaires. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça nous fait réaliser que quelles que soient les difficultés, les problèmes que nous rencontrons, en réalité, nous ne sommes pas isolés. Nous sommes part de l'humanité. Et étant part de l'humanité, nous sommes liés à des archétypes qui sont des façons d'être, des façons de vivre l'humanité. Et nous appartenons tous à différentes familles d'esprits auxquelles nous pouvons nous relier. Et le simple fait de s'en rendre compte nous soulage d'un grand poids, parce que la plus grande difficulté finalement existentielle est peut-être le fait de vivre dans l'isolement. Le fameux isolement dans lequel on dit « pourquoi moi ? Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi à moi ?» Alors qu'on réalise que les choses en question arrivent aussi à d'autres êtres humains et que nous sommes plusieurs à porter cette charge-là. D'où l'importance aussi dans le désir de réaliser nos intentions, de reconduire cette intention à l'univers, que ce soit pour le bénéfice des autres êtres aussi dans l'univers, et en particulier des autres êtres qui vivent la même situation que celle que je vis. Si mon désir, par exemple, c'est de sortir d'une certaine précarité financière, mais lancer cette intention dans l'univers, c'est bien. C'est un acte d'amour pour moi-même. Et tout le processus, en fait, sa véritable difficulté, la véritable difficulté d'aller à la rencontre des ombres et de la vulnérabilité, c'est pas qu'on va aller rencontrer des choses si difficiles que ça. C'est que ça nous demande de développer de l'amour pour nous-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment difficile. Mais si cet amour pour nous-mêmes, nous le nourrissons en plus d'un amour pour tous les gens qui sont dans la même situation que nous, et que donc on lance cette intention, aide-moi univers à sortir de la précarité financière, mais ne m'aide pas moi tout seul, aide toutes les personnes qui en ce moment même, et qu'elles soient conscientes de la loi d'attraction ou qu'elles n'en soient pas conscientes, comment qu'elles le vivent, à elles aussi régler leurs problèmes de précarité financière. Et bien cette intention a beaucoup plus de chances de se réaliser d'une certaine façon parce qu'il y a un retour à l'univers et ça devient une circulation. D'ailleurs, nous devrions toujours inclure dans nos intentions quelque chose qui n'est pas simplement strictement pour nous. Si je veux de l'argent, c'est pourquoi que je veux de l'argent. Ah, c'est pour avoir une maison, mais c'est pourquoi que je veux avoir une maison. Ah, c'est pour accueillir des amis, c'est pour pouvoir accueillir des gens. Ah, et plus on est en mesure d'inclure
d'autres personnes bénéficiaires de la réalisation de notre intention, et plus elle prend de force et plus elle s'enracine dans le réel. Bon, j'ai 2 questions qu'un témoignage, ça fait que par quoi je commence? Alors commence par le témoignage et puis on ira sur les questions après. OK. Ben, le témoignage, c'est qu'en 90, j'ai fait une psychothérapie du pardon parental avec une dame qui m'a dit « Jean-Marcel, tu as droit à la prospérité ». J'ai même participé à une magnifique journée, un samedi complet, sur la prospérité, qui, je le signale en passant, parce que pour les Québécois, il y a un mélange. La prospérité, ce n'est pas la richesse financière et matérielle. Et puis, j'ai un rêve que j'ai pas réalisé, c'est que je voulais aller en Crète parce que la Crète, c'est un pays mythique, c'est censé être là où était l'Atlantide, puis le fameux labyrinthe avec le Minotaure, puis tout ça. Fait que je fais une pratique qui vient d'un breton brillant appelé Lefébure, qui a créé les phosphènes, puis qui est une pratique qu'on fait avec une ampoule. Puis là, je visualise que je réussis à obtenir un billet d'avion pas cher pour aller en Crète. Puis là, je fais ça, je sais pas, une semaine de suite. Bon. Puis là, il n'y a pas de réponse. Bon. Fait que, mais je le regrettais pas d'avoir fait parce que Lefébure disait que les phosphènes aidaient la concentration, la mémoire, l'intelligence, bon, tout ça. Puis les journées où je peux pas faire du yoga soleil, j'étais content de faire des phosphènes. Bon, ça venait de l'Égypte des pharaons, puis ainsi de suite. Puis à un moment donné, Capitaine Loranger, avec qui j'étais associé, celui qui m'a fait découvrir justement la voie des Huna d'Hawaï, il me dit « J'ai un billet pour toi pour Hawaï ». Parce que j'avais été enthousiaste, fait que j'avais parlé à plein de monde. Puis quand je peux être convaincant quand je me mets à parler de quelqu'un que j'aime ou dans quoi je crois. Fait qu'il m'avait dit le plus beau cadeau que je peux te faire, c'est je t'offre un billet d'avion aller-retour à Hawaï. Puis tu t'arranges pour avoir l'argent pour vivre à Hawaï un mois de temps. Puis quand j'ai parlé à Madeleine, la thérapeute du pardon parental, j'ai dit « Regarde le niaisage. » J'ai le mental clair, j'ai demandé la Crète. J'ai jamais demandé à Hawaï. Puis là, Madeleine, elle me dit « Mais Jean-Marcel, elle dit « T'as pas compris. » Ben j'ai dit « Quoi que j'ai pas compris? » Puis là, j'étais pas content, tu sais, parce que j'estime être assez intelligent. Ben Jean-Marcel a dit « L'offre de Capitaine Loranger pour aller à Hawaï, elle dit « C'était pas un hasard. Elle dit, c'était la réponse de l'univers pour ta demande d'aller en Crète. » J'ai dit, pardon, c'est pas en toute la même direction, c'est pas la même écologie, ça n'a rien à voir. Elle dit, ça n'a pas rapport, Jean-Marcel. Elle dit, t'aurais été à Hawaï, puis après ça, t'aurais pu continuer à demander la Crète, puis t'aurais été en Crète. Fait que j'ai dit, t'es sûr de ça? Elle dit oui. Ah là, j'étais à ça en tabarnak, j'ai plus jamais refait de phosphène. J'ai pas de honte de le dire, là, mais je sais que je démontre peut-être pas d'intelligence et de sagesse en concluant ce que je vous ai dit. Mais merci pour ce témoignage, et puis ça illustre bien à quel point c'est un jeu, à quel point c'est ça, hein. L'univers va vraiment dans un jeu créatif, avec nos... Puis il vient nous chercher justement là où on doute, là où on questionne, là. Alors, ça me permet de... J'allais à Hawaï parce que Capitaine Loranger me disait « Fais confiance ». Puis là, j'avais dit « Est-ce qu'avec 500$, parce que j'avais 500$ de jeu, point, pas une pièce de plus. Il m'avait dit « Tu vas sucer des cailloux ». Puis là, tout le monde était parti tout le monde avait ri dans la salle. Puis là, j'étais en tabarnak après lui. J'ai dit, tu penses que je vais sucer des cailloux? Fuck you. Alors, je suis jamais allé à Hawaï. À la place, j'ai été faire le début d'un certificat en tourisme au Collège La Salle. Est-ce que ça t'a amené en Crète, au moins? Hein? Est-ce que le certificat en tourisme t'a amené en Crète? Non, mais le certificat en tourisme m'a fait triper pendant à peu près 2 ans. Bon, ben c'est comme quoi, la vie, hein? Alors, les questions rapidement, parce qu'il reste une dizaine de minutes. Ben, les questions sont claires, sont rapides. J'aurais pas à faire un grand exposé. Jacques de Saint-Hyacinthe va l'apprécier. La première, c'est que quand j'étais consultant en tarot, j'essayais de conscientiser mes clientes sur aller à la première cause
Je donne un exemple. On a mal à la tête. Bon, on pense à pourquoi j'ai mal à la tête. Parce que j'ai trop mangé. Ah, mais pourquoi j'ai trop mangé? Parce que j'ai fait de la compensation émotionnelle, etc. Alors, quand tu as parlé de l'intention, comment tu as dit ça encore? Parce que tu as dit beaucoup de choses. Tu as parlé de l'intention, derrière l'intention, quelque chose comme ça? Bon, ça fait que, est-ce que ça rejoint un peu ma cause de la cause de la cause? Parce que si on accepte d'aller plus loin, plus loin, plus loin, on va découvrir que, mettons par exemple pour le mal de tête, pourquoi j'ai trop mangé? Bien, parce que je me suis senti seul, j'aurais voulu avoir de l'affection. Je peux répondre à ça en 30 secondes. On aura l'occasion éventuellement de développer à un autre moment. Mais la chaîne des causes est infinie, n'est-ce pas? Donc si on remonte la chaîne des causes, on arrive au commencement de l'univers. Ma foi, on peut. Mais ce qui est vraiment intéressant, et ça c'était une perspective qui intéressait beaucoup Jung, c'est de chercher non pas la cause en termes de causalité, de cause à effet, mais la finalité. C'est à quoi ça sert? Qu'est-ce que ça m'apprend? Qu'est-ce que ça amène? Et oui, il y a un lien, en effet. L'intention, si on lance une intention dans l'univers puis qu'elle ne se réalise pas exactement comme on voudrait, comme par exemple, justement, on a demandé la Crète, on est à Hawaï, qu'est-ce que ça vise à nous apprendre? Qu'est-ce que ça passe comme message? Si on admet qu'on dialogue avec l'univers, on dialogue avec un être intelligent. Puis quand je dis intelligent, c'est super intelligent. C'est un être qui vraiment nous connaît, a une bonne idée de comment on fonctionne, où c'est qu'il veut nous amener. Alors, on peut l'envisager ça par rapport à l'intention, puis on peut envisager ça par rapport à tous les processus psychiques. Tous les processus psychiques ont une intentionnalité. Donc la finalité, c'est ce qui nous renvoie à l'intentionnalité, finalement, des processus psychiques. À quoi sert mon intention? Oui, OK. en effet. Puis la deuxième question... Très vite, parce que je vois qu'il y a une autre personne qui voudrait questionner aussi. J'ai vraiment trouvé ça le fun de venir ici à soir. Est-ce que tu es au courant? Là, je ne sais pas qui en a parlé. Je pense pas que ce soit Jung, parce que je suis moi-même un adepte de Jung depuis 35 ans. Mais ça m'avait impressionné. Savais-tu qu'il peut avoir non pas une ou deux synchronicités, mais toute une série de synchronicités? Absolument. Absolument. Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord complètement avec ça. Ça, c'est pas Jung qui a dit ça. Jung l'a observé aussi, mais il y a d'autres gens qui ont développé là-dessus, en effet. Ouais. Je ne sais plus exactement qui, mais parce qu'il y a beaucoup d'écrits sur les synchronicités depuis 50 ans maintenant. Ouais. Mais oui, en effet, les synchronicités peuvent tout à fait apparaître en série. Bon. Et encore une fois, c'est quoi la finalité dans ce cas-là? Qu'est-ce que l'univers essaye de passer comme message quand Ben, j'en ai vécu une série de synchronicités, puis je tripais au bout. Bon, on en reparlera. Je voudrais laisser la place à quelqu'un d'autre. Merci, Jean-Marcel. Ben, disons que je comprends quand même le principe. Et puis, il y a plein de choses qui m'est arrivées que j'ai demandées. Mais il y a toujours la même chose que je demande. Je demande tout le temps à un amoureux. J'essaie de comment... bien le décrire, puis aussi comment je vais me sentir avec. Mais ça n'arrive pas, ça. Tu sais, autant que je vais demander un appartement, je vais demander un article, une rencontre d'une amie ou un travail. Même, j'ai déjà mis un travail avec une date. J'avais dit c'est le 11 mars que je vais commencer. Je ne savais même pas où, puis j'ai commencé le 11 mars. Fait que, tu sais, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de choses que j'ai réussi. Donc, il y a quelque chose que je suis capable de matérialisé. Oui, c'est ça, mais pour l'amoureux, ça fonctionne pas. Alors là, puis il y a des gens qui me disent, mais tu parais bien, t'es gentil, tu parles bien, t'articules bien. J'arrive pas à comprendre pourquoi t'es tout seul. Puis en même temps, je me dis, ben moi aussi. Et je parierais qu'il est beaucoup plus important, finalement, pour vous, de trouver un amoureux que d'avoir ce travail ou toutes ces choses. C'est-à-dire que la difficulté augmente avec la mesure de l'enjeu à l'intérieur, de l'importance que ça a et des vulnérabilités dans lesquelles ça peut conduire. C'est là où, justement, ma critique personnelle de la loi d'attraction telle qu'elle est proposée dans Le Secret ou autre, c'est que ça ne tient pas compte de l'inconscient.
Ça ne tient pas compte justement donc des ombres, des parties de soi qu'on refuse, et ça ne tient pas compte de nos vulnérabilités. La plus grande difficulté que j'ai pu constater dans ma propre vie, dans le groupe pilote, à différents endroits, avec tous les gens avec qui j'ai pu en parler, dans la réalisation de nos intentions, c'est qu'elles nous amènent sur des plans de vulnérabilité. Et justement, il se trouve que, je dirais, statistiquement, je pense que le désir d'une qualité relationnelle, d'une relation, est probablement parmi les intentions les plus fréquentes, les plus courantes. Curieusement, j'étais choqué personnellement quand j'ai regardé Le Secret, tellement ça parlait d'avoir, avoir, avoir, et alors que je suis convaincu que la plupart des gens cherchent en réalité à être en relation, etc. Mais c'est là aussi qu'on touche à notre plus grande vulnérabilité. Dès qu'il est question de construire une relation dans l'intimité, dès qu'il est question de trouver quelqu'un avec qui on va trouver l'accord intérieur, l'accord du cœur, l'accord intime, c'est là, justement, c'est précisément pour répondre à des questions un petit peu de cet ordre-là que Créer votre vie de rêve a été créé, parce que voilà, on peut appeler un travail. Il n'y a pas de grande vulnérabilité dans le fait de chercher de trouver un travail et à l'avoir. Hein. Au pire, c'est pas le travail qui nous convient, puis on en change. Et voilà. Et d'ailleurs, l'obtenir est un message de l'univers en forme de, tu vois, tu peux lancer quelque chose dans l'univers, puis ça arrive. Mais là, tout d'un coup, l'enjeu devient vraiment essentiel. On serait prêt à donner tous les travails et toutes ces choses-là pour avoir vraiment la relation qui vaut la peine d'être vécue. Et c'est celle-là qu'on n'arrive pas à obtenir. C'est qu'il y a un enjeu fondamental et que, quelque part, cette intention, elle est déjà probablement au cours de réalisation, mais elle implique probablement tout un chemin qui passe par l'intérieur et par une connaissance de soi, ou dans laquelle il ne suffit pas d'envoyer un message dans l'univers, mais il faut faire l'effort de conscience. Et souvent, l'effort de conscience en question, il consiste à aller rencontrer à l'intérieur, pas seulement à l'extérieur. Si par exemple, c'est pour avoir une relation avec un homme, pour une femme, souvent, ce qui va poser blocage, c'est la relation avec le masculin à l'intérieur. Et donc, c'est dans la relation d'amour avec soi-même, quelque part, que généralement est la clé qui permet de trouver la relation d'amour recherchée à l'extérieur. Voilà ce que je peux répondre brièvement. Est-ce que ça répond à peu près à votre question? Bien, disons que quand tu parles de l'amour avec soi-même, ça, je le comprends. Mais avec le côté masculin, ça, je le comprends un petit peu moins. Peut-être que j'aurais besoin que tu me donnes... Voilà, c'est le genre de choses qu'on voit à travers les rêves. Peut-être, par exemple, je peux vous inviter à observer dans vos rêves les relations que vous avez avec les hommes. Et par exemple, si dans vos rêves... Parce que les rêves, c'est un endroit extraordinaire où on peut vivre tout. Et en étant dans une relative sécurité. Hein. Au pire, on se réveille. Puis d'ailleurs, il y a encore une autre façon de le faire, c'est d'aller en imagination. Hein. C'est encore plus safe parce que quelque part, l'imagination, il suffit qu'on ouvre les yeux et ça y est, on en est sorti. Et qu'est-ce qui se passe avec les hommes dans les rêves? Qu'est-ce qui se passe avec les hommes en imagination? Et si vous imaginez rencontrer quelqu'un, par exemple, qu'est-ce qui se passe au niveau émotionnel, ne serait-ce qu'avec l'imagination? Et est-ce que vous faites des rêves, finalement, où il y a des rencontres? Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est qu'à partir d'éléments comme ça que je pourrais vraiment vous répondre. Mais la grande découverte de Carl Jung, une des immenses découvertes de Carl Jung, c'est que nous sommes des êtres complets. Nous sommes des hommes, des femmes, mais chaque homme porte une femme à l'intérieur de lui, un féminin, et chaque femme porte un masculin à l'intérieur de lui. Et même nos relations amoureuses, finalement, leur sens profond, c'est de nous permettre de rencontrer dans l'autre un miroir par exemple pour moi, de mon féminin, ou pour une femme, de son masculin. Donc, vous direz, la psychologie des profondeurs de Carl Jung, que la clé est toujours à l'intérieur, et en particulier pour ces relations extérieures. Malheureusement, je n'ai pas la place de développer plus, mais c'est en tout cas la réponse qu'apporte la psychologie des profondeurs. C'est la clé, et c'est généralement là, éventuellement, dans la recherche, pour
pour avoir une bonne relation avec le masculin à l'extérieur, il faut avoir une bonne relation avec le masculin à l'intérieur. Au fond, le sens du mariage, le sens de la relation avec quelqu'un à l'extérieur, c'est de permettre le mariage intérieur. Et le mariage intérieur, c'est celui qui va permettre aux deux personnes qui sont dans un couple, non pas chacun d'attendre que l'autre porte ce qu'il complète, mais chacun de devenir des êtres complets et d'être des êtres entièrement réalisés et individués, chacun en relation avec l'autre. Donc là, ça déborde largement du travail avec l'intention tel que j'en parle ce soir. Ce sera peut-être le sujet d'une autre conférence. Je peux vous inviter aussi à venir voir sur mon blog La Voie du rêve. Il y a pas mal d'éléments à ce sujet-là. Mais j'en reviens par rapport à la question de l'intention, parce que ça, c'est un point très, très important. Avec l'intention, il faut vraiment savoir que plus l'intention touche à quelque chose qui est important pour nous, qui est un véritable enjeu fondamental, plus il y a des chances qu'il y ait la vulnérabilité, plus il y a de chances qu'on soit surpris aussi, mais plus le chemin est éventuellement difficile et tortueux, par nature. Je posais la question parce que je me dis peut-être qu'il y a un saboteur aussi à travers tout ça qui fait que... Et voilà, c'est ça qu'il s'agirait d'examiner. Je me disais quand même, là, je suis bien répondue dans plusieurs domaines. Voilà, c'est bien ce qu'il s'agirait d'examiner, en effet. C'est s'il n'y a pas un sabotage. Et un sabotage, c'est très important à savoir. Le saboteur, il rend toujours service. Le saboteur, il est là pour protéger quelque chose. Et en fait, comment on fait pour désamorcer le saboteur? Comment on fait? C'est qu'on prend conscience de la vulnérabilité à protéger. Et puis qu'on lui dit « Merci, maintenant je peux m'en occuper consciemment. Je n'ai plus besoin de toi pour que tu t'en occupes à ma place sans que j'en sois conscient. Donc dans mon inconscient, je vais prendre en charge cette vulnérabilité. Mais pour ça, il faut accepter de la rencontrer. Ce qui n'est pas toujours facile, il faut le reconnaître. Tu as parlé de Yeking. Oui. Germain Beauchamp, il avait parlé que Carl Gustav Jung pratiquait Carl Gustav Jung a reçu un Yeking, une des premières traductions en 1927 ou 28, et il n'a cessé à partir de là, donc jusqu'en 1961, de pratiquer le Yeking très régulièrement. Et c'en est au point que dans les rêves, quand vous avez des chiffres qui apparaissent, par exemple 49, c'est très très intéressant d'aller regarder le Yeking. C'est comme si notre inconscient connaissait le Yeking dans ses profondeurs. Et il y a des rêves qu'on ne peut pas interpréter sans le Yeking, ce qui est quand même absolument étonnant. Parce que ça, il disait que même il a arrêté d'en faire parce que c'était trop vrai. Oui, et à un moment, Carl Jung, dans la fin de sa vie, a dit « Je sais ce que le Yeking va dire ». C'est-à-dire que c'est le moment où on peut vraiment caractériser qu'il était arrivé à un certain état d'éveil. Il n'avait plus besoin de lire le Yeking. Il était devenu le Yeking. Merci. C'est le temps de conclure, et pour conclure, je voudrais vous dire une comptine qui résume finalement tellement bien tout le travail. Quand je dis c'est une comptine, c'est parce que ça a été merveilleusement mis en rime. C'est tiré d'un livre très intéressant, d'ailleurs, que je peux vous suggérer, du docteur Diane Leblanc, « Tout va mal, tant mieux ». Cette idée pour transformer le chaos en cadeau. C'est un très très beau livre, très intéressant, et on retrouve cette idée justement qui se dit comme suit. Ce qu'on visualise se matérialise. Ce que l'on réprime s'imprime. Ce à quoi on résiste persiste. Ce que l'on fuit nous poursuit, et je rajouterais, et nous détruit. Ce qui nous affecte s'infecte. Ce à quoi on fait face s'efface, et ce que l'on bénit nous ravit. Ah oui, ça c'est vrai, ça. Hein? Merci Jean-Marcel de le confirmer. Les Québécois maudissent, mais ne bénissent pas. Et ça m'a impressionné. Et je tiens à dire que dans le processus continu et dynamique de la prospérité, la vraie, c'est-à-dire avoir des bons ennemis, réaliser des rêves, bénir ce qu'on a à l'avance, bénir ce qu'on a reçu d'autrui,
Bénir même ce qu'on a dû payer, mais qu'on voulait avoir, puis qui est fun en étant beau ou en étant utile, ça joue beaucoup pour la prospérité. Voilà, je suis entièrement d'accord avec ça. Et s'il ramène, je me permettrai de conclure avec encore une fois le leitmotiv de créer votre vie de rêve. Si vous voulez avoir ce que vous aimez, commencez par aimer ce que vous avez, commencez par le bénir. Oui. Et si vous voulez devenir ce que vous aimez, commencez par aimer et bénir ce que vous êtes. Voilà, on terminera là-dessus. Et donc c'est l'action de grâce. Alors moi je rends grâce à tous ceux qui sont ici. Eh bien moi aussi, Alors c'est merci. une belle action de grâce. Hein. Merci pour votre présence, merci pour cette soirée.